J'ai un micro, quoi. Non, pas besoin. Non, il n'y en avait pas. Bon, bonjour à tous. Merci d'être venus nombreuses et nombreux. On commence sans plus tarder. Alors, c'est une présentation, je porte là mes équipes avec, moi je suis docteur Nicolas Gaillard, neurologue, arrivé en 2022 à la structure mutualiste Montpellier-Rennes, IMN, venant de l'hôpital, et une expérience assez longue déjà sur la prise en charge de l'AVC en unité neurovasculaire, donc à l'hôpital de Perpignan puis au CHU Montpellier. Et ce topo, il se propose de faire un peu le tour. Première partie sur le neurovasculaire, sur l'AVC, la reconnaissance des symptômes et le traitement de phase aiguë, mais je vais aller assez vite, c'est pas l'objet principal. Enfin, on ne peut pas parler de l'AVC sans parler de la prise en charge initiale. Et puis après, sur la prévention. Et sur la prévention, on a des outils et des nouvelles prises en charge à proposer. Donc, on a associé Camille Lebel, notre infirmière, qui n'est pas là, infirmière en pratique avancée, qui porte l'éducation thérapeutique dans ce domaine-là, notamment dans l'HDJ maladie chronique, que je présentais, et donc qui est représenté aujourd'hui par Stéphane, ici présent, et qui pourra répondre à des questions s'il y en a spécifiquement. Il est patient expert, associé à l'éducation thérapeutique maladie chronique. Marie-Pierre Lowe, devant moi, qui est représentante, qui est patiente et représentante de l'association France AVC, vous avez le stand ici. Et puis la deuxième partie concernera la migraine, donc je représenterai après, avec l'association France La Voix des migraineux, représentée par Myrène et Axetigui. Ok, merci. Alors c'est parti. Donc première partie de l'AVC, l'AIT, comment vivre après, éviter la récidive, hein, c'est surtout orienté là-dessus. Alors pourquoi on parle de l'AVC, pourquoi on fait autant d'efforts et pourquoi il faudrait que la salle soit 2 fois plus grande et 2 fois plus pleine? Parce que en fait c'est une priorité, c'est une des top 3-4 priorités de santé publique de nos pays, d'enjeux. Ça représente la 3e pathologie neurologique en fréquence. C'est la première cause de handicap, 2e cause de décès en France, première chez la femme, 2e cause de démence acquise, après les maladies dégénératives. Donc en France, un AVC toutes les 4 minutes. À l'âge de moins de 60 ans, vous voyez sur ces statistiques issues d'un article épidémiologique du New England Journal, 2016, à moins de 60 ans, la probabilité d'avoir un jour dans sa vie, compte tenu de l'espérance de vie aujourd'hui, est de 1 chance sur 4. Donc, vous voyez, ça rejoint les statistiques du cancer. On disait 1 personne sur 4 aura un cancer dans sa vie. Donc ça, c'est le côté un peu pessimiste, épidémiologique, mais qui vous montre que il y a quand même un peu de désadéquation entre les moyens alloués et la réalité épidémiologique de l'AVC. Alors, il y a eu des campagnes multiples portées par notre société savante, la Société française neurovasculaire, et différents formats comme ça, assez sympas. Bon, là, c'est un résumé épidémiologique de ce que je vous disais. Vous voyez aussi le poids de l'âge dans l'accident vasculaire. Donc, c'est une pathologie liée à l'âge, liée au vieillissement, mais pas que, puisque 10% des AVC surviennent entre 18 et 50 ans, et puis la grande majorité après 60 ans. Les facteurs de risque principaux sont les mêmes que ceux des maladies cardiovasculaires en général, donc l'hypertension, le diabète, le tabac, l'hypercholestérolémie, l'obésité, je chronomètre quand même, l'arythmie cardiaque, on va en parler. Et puis des facteurs qui sont déjà démontrés, notamment la pollution atmosphérique, dont l'impact, notamment aux microparticules dans les milieux urbains, a été démontré essentiellement sur les maladies respiratoires, des compensations d'asthme, etc. Et en 2, sur l'AVC, et en 3, sur l'infarctus du myocarde et la mortalité cardiovasculaire. Donc c'est un impact important sur lequel on ne peut pas forcément agir pour l'instant. Chez la femme, en particulier jeune, il y a la problématique qui rejoint celle du deuxième topo, qui est celui de l'association migraine tabac-pilule, qui démultiplie chez les femmes jeunes le risque d'AVC. La mortalité reste élevée. En fait, ça fait un peu peur, mais c'est pas tout à fait vrai. Enfin, je sais pas d'où il sort le chiffre, 30% à un mois. Elle est quand même plus faible et elle a beaucoup diminué dans l'accident vasculaire. Elle est plutôt de l'ordre de 10% dans l'AVC ischémique, 20% dans l'hémorragie cérébrale à un mois. Et donc, ça reste quand même la première cause aujourd'hui qui a été détrônée pendant 2 ans par le Covid, mais c'est revenu, qui est la première cause de mortalité chez la femme. Les séquelles chez les survivants de l'AVC, c'est quand même important. Donc, chez les gens en âge de travailler, avant 60, bientôt 4 ans, c'est 40% des patients victimes d'un AVC qui, seulement 40%, reprennent une activité professionnelle
à temps plein. Et un patient qui subit un AVC sur 2 survivants va avoir un handicap séquelaire. Donc en Occitanie-Est, ça représente une vingtaine d'AVC par jour, donc 6 pris en charge par exemple au CHU en urgence à peu près par jour, 2 décès et 8 patients handicapés. Donc tout ça aboutit à un plan national de prise en charge de l'AVC entre 2010 et 2014 et qui se prolonge encore en 2023. Ça, c'est la frise chronologique des progrès multiples qui ont été faits depuis les années 2000 dans la prise en charge de l'AVC, essentiellement sur, d'une part, l'organisation et la communication, et surtout des grandes avancées thérapeutiques. La première, en traitement de phase aiguë, c'était la thrombolyse dans les années 2000. Moi, j'ai connu et porté avec mes collègues pendant une quinzaine d'années, jusqu'à la deuxième révolution thérapeutique dans l'AVC ischémique, qui était la thrombectomie. On va en parler brièvement. Et puis, il y a tout ce qui est organisationnel, avec la création des unités neurovasculaires dans les années 2000 à 2010, le plan national, la consultation post-AVC, dont on va parler, portée depuis 2015, qui est associée surtout aux centres neurovasculaires, les UNV, comme on les appelle. Donc, c'est ces structures très spécialisées qui prennent en charge en urgence les AVC. À Montpellier, il y en a 2. Il y a la clinique du millénaire, qui dispose d'une UNV, et l'hôpital CHU. Et puis, par la suite, des organisations en téléconsultation, en télé-AVC. Et voilà. Alors, la bonne nouvelle, c'est que grâce à tous ces efforts combinés, la mortalité et le handicap chez les survivants a été divisé par 2 en 25 ans, au cours des 25 dernières années. Donc, la plupart des pays occidentaux et la France, on est tout à fait dans la moyenne de ces pays. Qu'est-ce qu'un AVC, pour revenir à la base? C'est soit un accident ischémique, c'est-à-dire comme dans le cœur, une artère bouchée qui menace les neurones et qui meurt en fait en quelques minutes. La résistance du neurone et du tissu de soutien à l'ischémie, c'est quelques minutes, 3, 4 maximum. Et donc, il y a une mortalité progressive, mais heureusement, tout ne meurt pas d'un coup parce que il y a des zones qui sont assez perfusées pour survivre et le neurone se met en mode protection. Ce qu'on appelle la zone de pénombre, comme dans le cœur, au cours de l'infarctus du myocarde. Et c'est ça qui explique le time is brain anglo-saxon. Vous expliquer. Et puis de l'autre côté, on a la rupture d'un vaisseau, c'est l'hémorragie cérébrale. C'est l'autre côté qui est moins fréquent, c'est 20% des AVC, mais qui est drivé par les mêmes facteurs de risque quasiment que l'AVC ischémique. Alors, dans l'AVC ischémique, il y a 2 pathologies. Il y a l'alerte transitoire, on appelle ça accident ischémique transitoire. Vous avez déjà entendu ça probablement, l'AIT. Donc, c'est estimé à 10% des pathologies ischémiques. Et puis, le gros du panier, c'est l'infarctus cérébral qui correspond à l'occlusion d'une artère de taille variable, soit des tout petits vaisseaux, soit des moyens, soit des gros vaisseaux intracrâniens. Et en fonction de la taille du vaisseau, bien sûr, l'AVC va être plus ou moins gros. Donc là, vous avez l'illustration sur une IRM de la visualisation de l'AVC en cours, l'ischémie, la perfusion, c'est-à-dire le sang qui n'arrive plus dans la même zone, qui est altérée, et l'occlusion d'une branche. Alors ça, c'est des artères cérébrales en candélabre, on appelle ça les cérébrales moyennes, et elle est bouchée ici dans une zone très, très proche de son origine. Donc, ça, c'est l'ischémie. Et puis, il y a le modèle de l'hémorragie qui est lié, qui est un saignement à l'intérieur du cerveau. Alors, les causes des AVC ischémiques, des infarctus ou des AIT sont multiples, il y en a beaucoup. Elle est dominée, comme dans le cœur, mais beaucoup moins en prévalence par la pathologie athérosclérose, c'est-à-dire les plaques de cholestérol dans les artères, qui peuvent être à plein d'endroits différents. C'est là que c'est particulier. On n'est pas tout au bout du circuit comme dans les artères du cœur. On est dans les artères proximales, l'aorte, les carotides, les vertébrales, puis en intracrânien. Et donc, il y a plusieurs localisations à rechercher quand on cherche une cause d'AVC. Tout ça va nous amener à trouver la cause dans 20-30%, mais il y a encore plein d'autres causes, dominées notamment par les maladies cardiaques, puisque les caillots qui vont se constituer dans les cavités cardiaques vont être éjectés dans l'aorte, et donc, statistiquement, 80% des micro-caillots qui sont éjectés du cœur vont arriver dans le cerveau. Donc, c'est ça qui est la source principale des causes d'AVC ischémiques. Il y a d'autres causes. Dans l'hémorragie cérébrale, il y a 2 causes principales. Une maladie qui est liée à l'hypertension, qu'on appelle la microangiopathie, et donne des hémorragies en profondeur du cerveau. En fait, c'est la fragilisation progressive des petits vaisseaux. Le principal facteur, mais de très loin, c'est l'hypertension artérielle.
Et donc, l'hypertension artérielle, c'est le premier facteur de risque vasculaire, c'est le premier facteur de risque d'AVC, c'est le premier facteur de risque très loin de l'hémorragie cérébrale. Et réciproquement, quand on a une hypertension artérielle, le premier organe qui souffre en fait de cette hypertension, c'est très mal connu aussi, c'est le cerveau. C'est mal connu parce que ça ne se voit pas pendant très longtemps. Et alors, il y a aussi le rein, le cœur et d'autres organes. Et donc, ça veut dire que ce principal facteur de risque vasculaire, qui est l'hypertension artérielle, qui est très prévalent, est un objectif et un enjeu de santé publique majeur. Je dis souvent aux patients que s'il y avait une seule mesure à prendre, moi, si j'avais été ministre de la Santé, une seule mesure à faire, c'est rembourser les tensiomètres. C'est-à-dire que quand on prescrit un tensiomètre à un patient en France, c'est pas remboursé. Ce qui est assez dingue, en fait, quand on comprend ça. Alors, l'effet de la course contre la montre, c'est que l'AVC est lié, vous l'avez vu, à une progression fulgurante de la lésion, soit l'hémorragie qui s'expand, soit l'ischémie, c'est-à-dire l'infarctus, qui gagne du terrain dans cette zone à risque. Donc, en fait, plus on traite vite ces patients en urgence, plus on gagne du terrain sur la lésion définitive et donc sur le pronostic. On sait qu'on est 2 à 3 fois moins efficace chaque 90 minutes en moyenne. Donc, c'est le concept anglo-saxon de time is brain. Le cerveau, c'est du temps. Le temps, c'est du cerveau plutôt. Et donc, il faut aller vite pour traiter. Donc là, c'est l'illustration de ce que je vous disais, la pénombre en orange, la zone qui est menacée et qui va évoluer avec le temps en quelques heures, en fait. Aujourd'hui, on sait que c'est en 3-4 heures chez la plupart des gens, mais en fait, ça peut s'étendre jusqu'à 24-48 heures. On a des facteurs de résistance plus ou moins longs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut traiter les patients jusqu'à 24 heures d'un AVC lorsque les signes se produisent, à peu près avec des traitements de reperfusion. Le pendant, c'est qui rejoint un petit peu cette prise en charge, mais il n'y a pas de traitement réellement démontré, c'est l'hémorragie cérébrale, parce que on sait aujourd'hui que les patients s'aggravent sur les premières heures du fait d'une expansion précoce. Et donc, il y a des stratégies plus ou moins efficaces et qui le seront probablement secondairement pour limiter cette expansion. Alors, donc les deux traitements clés, c'était la thrombolyse et la thrombectomie, qui sont donc des traitements uniquement administrés dans des services d'urgence spécialisés. Et le réflexe, c'est d'appeler le centre 15 suite aux signes d'alerte que je vais vous montrer. Donc, les traitements efficaces en phase initiale de l'AVC, c'est la prise en charge spécialisée, éventuellement l'aspirine, mais surtout la thrombolyse, la thrombectomie, le traitement combiné des deux. Et puis, voilà. Alors, du coup, une fois qu'on a dit ça, il y a l'après qui va se poser, et puis il y a comment on arrive à cette filière de prise en charge optimale et spécifique. Donc, initialement, il faut déjà savoir alerter sur les signes de l'accident vasculaire, dont je vais en parler un petit peu, et connaître. Et donc là, il y a des campagnes de santé publique qui sont faites depuis longtemps, mais probablement, c'est toujours insuffisant, pour alerter sur les signes d'AVC. L'étape 2, c'est avec la phase hospitalière spécialisée, surtout dans la phase d'urgence. Et l'étape 3, c'est le retour à domicile ou la prise en charge en rééducation lorsqu'il y a un handicap spécifique. Pour la phase initiale, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une chaîne humaine très complexe, qu'il faut donner l'alerte, donc savoir reconnaître les signes, transporter au plus vite en appelant le centre 15 qui doit orienter dans quel lieu et avec quel vecteur le plus rapide, vers une unité spécialisée. Et s'il y a une artère bouchée, on recanalise. S'il y a une hémorragie, on limite l'expansion. Ça, c'est la phase initiale. Donc, c'est encore les Américains qui ont inventé le dépistage qui ont inventé les campagnes de santé publique dans l'AVC, dans le stroke. Il y a 13 ans d'avance sur nous, hein, c'est des années 90. Ils ont créé ce score FAST, comme visage, face, arms, les bras qui tombent, speech, trouble de l'élocution, et le time comme temps, c'est-à-dire qu'il faut regarder depuis quand, il faut alerter très vite. Et en fait, ce score FAST a été utilisé en France, on n'avait pas mieux. Ça, c'est un truc que j'ai créé, en fait, c'est tout bête, hein, mais je l'ai traduit comme ça, parce qu'en fait, nous, on disait FAST, et voilà. Alors, en français, c'est vite, visage déformé, impotence d'un membre, téléphoner, c'est le T, au 15, et trouble de l'élocution. On a les 3 critères. Pourquoi ces 3 critères? Parce que c'est les signes les plus fréquents qui se combinent pour dépister un accident vasculaire. Il y a d'autres signes qui peuvent survenir, qui se combinent à ces 3 signes-là, visage déformé, impotence d'un membre ou élocution difficile, qui, s'ils sont seuls, peuvent être une suspicion d'AVC, mais ce n'est pas suffisant. Notamment les troubles de conscience, les maux de tête inhabituels, les troubles de vision, notamment d'un côté, la déviation des yeux, les troubles de l'équilibre et de la marche,
brutaux. L'élément clé dans l'accident vasculaire, c'est le côté brutal. Donc, ça, c'était une campagne santé publique faite lorsque j'étais à l'hôpital de Perpignan, vous voyez, ce genre de choses, depuis des années. Donc, tout ça doit amener à appeler le 15. Donc, je clôt la phase initiale de dépistage pour arriver dans l'après-AVC. Alors, vous avez vu que soit on retourne à domicile, soit on a un handicap significatif. Et là, on pourra en parler, si vous voulez en répondre aux questions. Marie-Pierre peut en témoigner et en parler. Il y a toute la filière de rééducation spécialisée qui est aujourd'hui très structurée sur la prise en charge de l'AVC. C'est un métier médical qui s'appelle la médecine physique réadaptation neurologique. Et ils prennent en charge les patients pour les renvoyer au domicile dans les meilleures conditions si le handicap ou on va dire la déficience neurologique est suffisante. La deuxième voie, c'est le retour à domicile. Et c'est là que nous, on a peut-être une intervention un peu plus pertinente à proposer parce que ces patients rentrent très vite à la maison après une phase hospitalière très lourde et brutalement, il ne se passe plus rien. Ils n'ont plus de médecin, en général pas d'infirmière et ils vont recevoir beaucoup de traitements dont on va parler un petit peu, des soins parfois nécessaires, mais souvent assez seuls dans leur famille. Et puis, il y a la gestion des symptômes neurologiques, les troubles du langage, les troubles de la marche, de l'équilibre, etc. Et puis, on leur dit, bon, va falloir faire ci, ça, prendre ci, ça, pour ne plus refaire d'AVC. Donc, c'est cette phase qui est difficile et sur laquelle on pense qu'il y a tout un travail à faire dans les premières semaines, premiers jours, premières semaines, premiers mois. Et puis, il y a la phase de longue durée, comme dans toutes les maladies chroniques, comme chez le diabétique, comme chez le patient insuffisant cardiaque, où il y a des questions qui se posent au fur et à mesure, qui n'ont pas forcément été abordées initialement ou bien traitées, et sur lesquelles on peut intervenir. Concernant les facteurs de risque, on sait que 5, voire 9 mesures réduisent le risque de 80 à 90% de récidive d'AVC si on les applique. Donc ça, c'est issu des campagnes de santé publique françaises. Alors, c'est pas spécifique à l'AVC en fait, c'est spécifique à la pathologie cardio-cérébro-vasculaire. La pathologie vasculaire, on a souvent dit la maladie cardiovasculaire. Et en fait, parce que nous, on n'est pas d'accord avec ça, c'est parce que c'est le cardiologue qui a inventé ça, mais c'est le problématique d'une maladie générale, notamment l'athérosclérose qui touche tous les vaisseaux et tous les organes. C'est pour ça qu'on doit travailler beaucoup en coordination avec les cardiologues et que les mêmes facteurs de risque produisant les mêmes pathologies, ces malades ont souvent une maladie cardiaque et une maladie cérébrale. Alors, ça veut dire contrôler sa pression artérielle, donc où il faut l'auto-mesurer, ce qu'on a les auto-mesures à domicile. Il y a des recommandations des sociétés françaises et européennes d'hypertension qui sont établies et stables depuis plus de 10 ans et qui disent comment il faut faire. Donc déjà, il faut acheter un appareil qui n'est pas remboursé, qui coûte entre 50 et 100 euros et il faut mesurer la tension 3 fois, la pression artérielle 3 fois le matin, 3 fois le soir, 3 jours de suite, c'est la règle des 3 et ça fait partie de l'éducation qu'on propose aux patients. Arrêter de fumer lorsqu'on fume, ça a le même impact que prendre un des médicaments de prévention, d'arrêter de fumer. Contrôler son cholestérol, alors il faut, en fait, c'est pas j'ai ou j'ai pas du cholestérol, c'est baisser le cholestérol en dessous d'une certaine ligne, d'une certaine valeur, en fonction du risque global du patient, de sa maladie. Donc là, il y a déjà une analyse un peu fine, médicale. Quelle est la cause, quelle est la maladie et quelle est la cible du cholestérol. Ensuite, c'est contrôler le rythme cardiaque. Alors, dépister d'abord la principale cause de l'AVC ischémique, qui est l'arythmie cardiaque, qu'on appelle la fibrillation. Donc, pour dépister, ça veut dire prendre son pouls, des montres connectées aujourd'hui qui permettent de faire des auto-ECG ou même de dépister l'arythmie, notamment la montre française Withings ou l'Apple Watch, ou alors avoir un électrocardiogramme quand on voit son médecin. Contrôler la glycémie et dépister le diabète ou la contrôler si on est diabétique. Essayer de tendre vers un poids idéal ou normal, on va dire, lutter contre le surpoids, adapter son alimentation, pratiquer une activité physique régulière. Le plus simple, c'est marcher une trentaine de minutes chaque jour et limiter sa consommation d'alcool. Alors là, je ne l'ai pas dit, l'alcool est le deuxième facteur de risque en poids de risque, c'est-à-dire attribuable, de l'hémorragie cérébrale. En 1, l'hypertension, en 2, la surconsommation d'alcool et d'AVC en général, mais particulièrement d'hémorragie cérébrale. Alors, la problématique de l'AVC, c'est qu'en fonction des causes, bon là, je ne vous détaille pas, c'est un peu spécialisé, c'est qu'en fonction des causes, on a un taux de récidive assez élevé en moyenne, mais particulièrement sur certaines causes, raison pour laquelle on s'évertue, on s'acharne à chercher des causes particulières
et à les traiter spécifiquement pour limiter ce risque attribuable. Et on arrive, heureusement, avec tous les traitements qu'on a aujourd'hui, les mesures de prévention plus les médicaments, plus parfois certaines interventions, chirurgie, stenting, etc., à limiter le risque à plus de 80% dans toutes les situations. La consultation post-AVC, elle avait pour but d'évaluer la mission principale, la maladie vasculaire, assurer une prévention secondaire, c'est-à-dire éviter la récidive après un premier événement, réaliser un bilan pronostic fonctionnel et cognitif, c'est-à-dire des capacités intellectuelles après l'AVC. Vous avez vu la problématique du lien entre cognition et pathologie cérébrovasculaire. Et puis relever des indicateurs de suivi, ça c'est plus pour les tutelles de santé. Donc c'est le rôle qu'on peut attribuer aujourd'hui, là c'est la photo de Camille qui est pas là ce soir, qui représente le côté pluridisciplinaire de l'éducation thérapeutique et l'aide par l'infirmière, aujourd'hui à Valence ajoutée, c'est-à-dire de pratique avancée, appliquée à la pathologie cérébrovasculaire. Donc tout ça nous a mené à créer plusieurs offres de soins depuis donc juin 2022 jusqu'à maintenant. Donc une consultation post-AVC que je porte sur la clinique Beau Soleil et Rock Santé, puis Gignac avec une consultation avancée. Donc là, c'est une consultation neurologique simple. On ne peut pas faire de consultation dite combinée, complexe, qu'on peut faire que dans les unités neurovasculaires ou les centres de rééducation. Par contre, on a créé donc au sein de ce qui existait déjà, ça s'y adaptait parfaitement, enfin c'est en cours, de l'éducation thérapeutique et surtout un hôpital de jour ou pluridisciplinaire que je vais vous présenter. Et on a Stéphane qui fait partie de cette équipe. Donc l'HDJ, Stéphane il la connaît pas forcément non plus sur la pathologie neurovasculaire. Je l'ai baptisé phare comme filière AVC-AIT ambulatoire rapide. L'idée, c'est faut bien comprendre qu'il y a la prise en charge initiale, les 24-48 premières heures, qui est très spécifique. Et c'est pour ça que j'ai fait volontairement, j'en ai bien parlé, parce que le message clé, c'est d'appeler le 15 et d'aller en centre spécialisé. Nous, on n'offre pas ça. On est dans l'après. Dans l'après, je vous ai montré qu'il y a, par exemple, sur la consultation post-AVC, on estime aujourd'hui que 60% des patients ont accès à une consultation post-AVC. Donc, la structuration, malgré tous les progrès, les campagnes, les financements publics qui ont été faits, on est loin du compte. Donc, il y a un manque sur l'offre de soins spécialisés. L'idée, c'est d'essayer pas de le combler, on ne peut pas, mais d'y contribuer. Donc, le but, c'est d'avoir une prise en charge pour ces patients qui ont fait un événement mineur ou un accident vasculaire plus ancien, de quelques semaines, quelques mois parfois, et de reprendre avec lui la base. La base étant ce que je vous ai montré avant. Quelle est la cause? Quels sont les facteurs de risque? Et comment on peut agir dessus? On peut très bien avoir fait, moi j'ai fait une hémorragie. Des facteurs de risque sont apparus après, comme le diabète, l'hypertension et le cholestérol. Mon médecin traitant est consciencieux, donc s'en a aperçu et me soigne avec les médicaments qu'il faut pour ça. Donc je fais attention parce que je ne vais pas me taper un hystémique dans quelques années, quoi. C'est bon, j'ai donné. Voilà, donc l'illustration, un bon médecin traitant déjà, il faut le dire, et c'est bien sûr le rôle du médecin traitant qui est pilier. Nous, on vient en support. Donc, on a plein d'interventions possibles autour de tout ce que je vous ai dit, des paramédicaux. Ici, on a Baptiste qui est coordinateur avec Camille de l'HDJ et qui fait un travail remarquable avec les autres. Sur lui, il est enseignant en pratique physique adaptée. Et en fait, c'est assez extraordinaire d'avoir ce plateau technique, moi que j'ai jamais connu avant, pour spécifiquement cette prise en charge. Donc je passe, on propose aux médecins, pour l'instant c'est beaucoup moins, mais de prescrire pour les patients qui voient un panel parmi tout ça. Parfois on fait des examens, notamment cardiologiques ou vasculaires, des imageries en coupe, etc. Et voilà, et ça ressemble à ça. Donc c'est toute cette équipe qui travaille aussi pour d'autres pathologies, mais là, les principaux intervenants dans la pathologie cérébrovasculaire. On a Ouda aussi, en fait, il y a la moitié d'ici, c'est des soignants. Et donc, on a Ouda, notre secrétaire de coordination.
Et puis donc orthophoniste, Delphine, neuropsychologue, Mélissa, psychologue, Alexandra, et sont plusieurs autres. Les cardiologues, nos 3 femmes, il y a aussi Christophe Moragues, les kinés, essentiellement Émeric et Alexandra, 2 angiologues, et puis maintenant 3 diabéto-endocrinologues, Juliette Cuvelier et son 3 diététiciennes par ailleurs, Camille, et voilà. Alors, est-ce que tu veux rajouter, Stéphane, quelque chose sur l'HDJ? Alors, pas sur l'HDJ, mais sur le programme de TP, ça peut être intéressant. C'est que j'ai presque fini. On était sur des pathologies avec lesquelles les médecins ont travaillé, c'est-à-dire tout ce qui était rhumatisme inflammatoire chronique, tout ce qui était gastro et tout ce qui était endocrino, diabète. Et là, maintenant, on intègre tous les éléments du pôle neuro. Et donc, il y a des ateliers spécifiques sur la maladie. D'ailleurs, le prochain sur la neuro, c'est jeudi 30 mars à 16h, un atelier sur l'après-AVC, donc qui permet de parler de ça. Et après, on a tout un pôle de programme qui est commun en pathologie. Par exemple, le handicap et le travail, faire les démarches administratives quand on est handicapé, puis voyager avec un handicap, donc tout ce qu'il veut savoir, comment dans les autres pays, quand on voyage avec des seringues, quand on voyage avec une canne ou avec une chaise, comment ça se prévoit à l'avance. Donc voilà. Donc on a des ateliers aussi qui sont pluripathologiques. Donc voilà, il y a les 2. Vous avez la plaquette du programme qui est sur la table, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'était bien. Super. Pas mieux dire. Baptiste, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur l'HDJ en général? Non, c'est un plateau pluridisciplinaire, comme a dit Dr Gaillard. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est en capacité de faire des évaluations sur différents champs, notamment préventifs. Là, évidemment, je vais parler de l'activité physique, mais aussi de la nutrition, des traitements. Donc, ça a vraiment une plus-value sur ce plan-là. Et puis, si besoin, des imageries aussi, parfois urgentes. On a quelques créneaux aussi, donc ça permet d'offrir cette possibilité-là aux patients et puis de réagir. Donc là, on accentue sur le pôle neurologie qui est en bon développement. Et puis après, il y a d'autres pathologies ici parallèles avec lesquelles on travaille. Mais voilà, c'est un plateau innovant et assez réactif. Ouais, c'est assez hallucinant. Alors, j'ai presque fini. Après, je vous laisse poser des questions si on a. Ça, c'est quelque chose qu'on peut utiliser nous. Enfin, on est en train de construire l'éducation thérapeutique sur l'AVC. Je vais vous montrer juste après. On va faire un premier atelier de prévention de l'AVC, on va dire. Et l'équipe du CHU de Toulouse, avec l'ARS Occitanie, a créé un site internet, une plateforme. Alors, je ne sais plus, il y a aussi un autre terme de néolangage spécifique, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, on est un peu interactif, etc. Mais je l'ai vu présenter, c'est assez génial ce qu'ils ont fait, donc c'est un très bon support qui est financé par l'ARS, hein, donc c'est public, c'est quelque chose qu'il faut nous intégrer dans notre offre de soins ou de possibilités. Donc c'est pour ça que j'en parle sur tout-savoir-avc.com. Et donc, ce dont parlait Baptiste, les plannings sont à disposition, et Stéphane, de TP, multidisciplinaires, transversaux, et on fait un premier atelier, normalement, si tout va bien, avec Camille, le 1er mars, le 30 mars. On avait noté 16h, à 16h, donc ça a dû changer. 16h, 17h. Sur la prévention de l'AVC et facteurs de risque. Et puis, ça se démultipliera dans d'autres domaines associés. 16h, je le note. 16h, 17h30. C'est ici? Oui. Pas ici dans cette salle, mais au bâtiment 1 au premier étage. On a une salle dédiée pour ça qui permet de faire des ateliers en présentiel et en distanciel si nécessaire. Parce que le programme touche 600 patients et sur un rayon d'à peu près 200 km. Donc, des gens qui sont à Mende ne peuvent pas venir toutes les semaines pour les ateliers. Donc, elles s'appellent un atelier en présentiel et après tout le reste sont en présentiel. Pour pouvoir venir, c'est la problématique de l'ETP à Guicholiac. Et nous, c'est accessible. Elle pose la question, Marie-Pierre, de l'accessibilité à la mobilité réduite. Pour nous, c'est OK. Ah bah oui, là, tout le bâtiment est accessible. Je sais que Guicholiac n'est pas aux normes, mais nous sommes aux normes. Pardon. Depuis, pas difficile en même temps.
Voilà, alors si vous avez des questions, les uns les autres, Baptiste, Stéphane, Marie-Pierre, moi-même, n'hésitez pas. On est là pour ça. Je note l'atelier à 16h. Tu peux me le noter. Oui. Par rapport au centre de consultation mensuel, vous avez parlé à Gignac, qui est très récent. C'est possible d'y avoir accès, même s'il avait été date d'avant. Il n'y a pas de, 2023, il n'y a pas de délai de prescription. C'est moi qui vois les patients. Là, je suis seul à faire cette pathologie pour l'instant. Après les consultations, je fais d'autres choses aussi, la migraine et l'épilepsie notamment, et donc ça se remplit vite. Gignac, c'est assez plein déjà. On verra comment. Peut-être qu'après, je rebasculerai une consultation en plus sur Gignac plutôt que sur Montpellier. La consultation post-AVC, financée par l'État, enfin par les tutelles de santé dans les textes, qui ont ouvert droit au financement, c'est restreint aux équipes spécialisées en unité neurovasculaire et en médecine de rééducation. Et c'est dans les 6 mois, théoriquement, l'année qui suit l'AVC. Donc nous, on n'est pas dans ce cadre, c'est beaucoup plus large. Ma cible principale, c'est ça, c'est les patients qui sont perdus, qui n'ont pas été vus par un spécialiste en neurovasculaire, parce qu'il y en a plein. Tous ceux qui ne sont pas absorbés par l'unité neurovasculaire ne sont en général jamais vus par un neurologue vasculaire ou un neurologue moins spécialisé. Très souvent, ils ne le sont pas. Donc, moi, je découvre un peu cette prise en charge-là. Elle repose énormément sur des... J'en ai discuté aussi avec des amis généralistes. Elle gère toute seule, en fait, dans les hauts cantons, là, de l'Hérault, le Biterrois, tout ça. Ouais, ils disent, moi, on n'a pas vraiment besoin de neurologue, quoi. En gros. Donc, ils gèrent généraliste, cardiologue. Et puis, ça s'arrête là. Sauf que, sans vouloir... Enfin, j'ai un conflit d'intérêt, mais honnêtement, c'est difficile aujourd'hui, ça me paraît potentiellement perte de chance de ne pas avoir un spécialiste de la pathologie cérébrovasculaire quand on a fait un AVC. Bon, donc, c'est pas moi qui le dis, l'objectif, c'est 100% normalement. Mais comme d'habitude, c'est un objectif. On n'est pas capable aujourd'hui dans le système de soins, dans les 10 années qui viennent, on ne sera pas capable de faire absorber dans les unités neurovasculaires et dans les consultations post-AVC 100% des gens, pour plein de raisons. Donc, l'idée, c'est effectivement de proposer à qui en a besoin idéalement l'avis d'un médecin généraliste ou d'un autre spécialiste, les patients AVC, même si ça date de plusieurs années. En clair, il n'y a pas de pont entre le cardio et le... Comment C'est ce que vous êtes en train de dire. Oui, que... En clair, il n'y a pas trop de pont entre... Ah si, il y a des ponts, mais le cardiologue a l'habitude de ces pathologies-là, mais par, on va dire, transposition, il déborde souvent, mais par manque de ressources. C'est-à-dire que le généraliste et le cardiologue à Clermont-Lérault, si on prend le territoire là-bas, il n'y a pas de neurologue, il y en a très peu. Il y a une neurologue privée qui va, et de temps en temps, là, je vais à Gignac, il se débrouille. Donc, en fait, il gère ses pathologies plutôt bien, mais ça manque un peu de spécificité parce que, voilà, je n'ai pas détaillé, hein, c'est pas un cours de médecine, mais en fonction du type d'AVC, voilà, on va être beaucoup plus fin dans la prévention aujourd'hui. Ça s'enrichit, ça s'élargit, ça se spécialise. Donc, finalement, aujourd'hui, dans les structures de haut niveau technique où il y a des neurologues et des cardiologues, on en fait partie, la clinique du Millénaire, la clinique du Parc, l'hôpital, etc. Il y a une collaboration active, forte entre les cardio et les neuros, mais qui est assez récente et qui est en cours de maturation. On n'est pas au bout de ça. On devrait être beaucoup plus collaboratif, notamment sur le dépistage. C'est un truc auquel je m'intéresse depuis très longtemps et qu'on va essayer de développer un peu mieux ici, sur le dépistage des arythmies cardiaques post-AVC et le bilan cardiologique en général. Donc, on a besoin du cardiologue et en même temps, de même qu'on a besoin de l'imagerie cérébrale, donc du neuroradiologue, d'un radiologue spécialisé pour le cerveau, qui est plus pertinent que quelqu'un qui voit de tout. Donc, c'est quand même des prises en charge très, très spécialisées et c'est pour ça que c'est difficile de répondre avec une prise en charge un peu spécifique, avec peu de soignants en fait dédiés à un énorme volume, parce que c'est un tsunami, hein, avec l'épidémiologie de la population que vous connaissez. Je ne vais pas faire peur, mais enfin, c'est un tsunami qui est en train d'arriver. Donc là, en fait, il faut se préparer. C'est ce qu'on fait.
Oui. Madame. Moi, je me demandais, c'est quoi le parcours de soins du patient en HDJ? Le but, c'est de programmer sur vos structures, par exemple, une fois par semaine, des rendez-vous, et une fois qu'il y est, qu'est-ce qui se passe? Alors, le but, c'est de réunir sur un espace-temps donné, donc une journée ou une demi-journée, une grosse demi-journée, que le patient fasse un parcours et à disposition ce dont il a besoin au même endroit. Donc, et ça, c'est très rare et très difficile à faire, très dur à coordonner. Il y a Ouda qui programme ces patients-là. Et je sais que c'est très difficile et que franchement, c'est assez miraculeux d'arriver à faire ça. Après, on ne peut pas le faire à haut volume, on peut sélectionner les patients. Mais l'idée, c'est qu'il va avoir 4, 5, 6, 7 interventions sur une grosse demi-journée. De façon régulière ou juste une fois? Donc, il vient une fois dans un objectif. L'objectif, ça peut être... alors, on n'est pas rééducateur fonctionnel, donc on n'a pas cette approche qu'ont les services de MPR, mais on a kiné, éducateur pratique physique adapté, orthophonie, neuropsy. Donc, on peut, avec l'appui du médecin, faire un bilan déjà assez bon sur le plan fonctionnel. Et il y a ce côté-là, bilan fonctionnel, où on en est dans le handicap, dans la gestion, etc. Il y a aussi une assistante sociale, je ne l'ai pas mise, mais qui peut participer. Et puis, il y a tout le bilan de la cause, moi qui m'intéresse le plus, parce qu'on a à peu près un tiers des patients où la cause n'est pas identifiée. Ça veut dire que le bilan a été insuffisant, qu'il faut le poursuivre ou le reprendre. Donc, il y a ça. Et puis, la gestion des facteurs de risque. Donc, il y a des objectifs différents. En fonction de l'objectif prioritaire, on fixe un parcours. Ça peut, on l'a pas trop fait pour l'instant, mais ça peut se reproduire. Ça peut être une fois, puis 6 mois plus tard ou 1 an plus tard, autre chose, s'il y a besoin. Non, j'en suis pas là, mais pourquoi pas. Qu'est-ce qui va faire que vous allez accueillir un patient plutôt qu'un autre? Comme vous ne pouvez pas fonctionner au volume. J'ai pas une question de piège, ça. C'est une bonne question. Ah, mais ça dépend de On ça. prend tout le monde. On prend tout le monde. On ne sélectionne pas. Si ce n'est, non, c'est répondre à un besoin. Donc, pour moi, l'idéal, enfin, c'est de soit, la plupart du temps, j'évalue les patients en consultation et j'estime le besoin. Je vois bien qu'il y a un besoin. Typiquement, c'est simple, hein, c'est ça qu'on voit tous les jours, des gens qui ont une hypertension pas du tout équilibrée. Donc, ils ont un cardiologue, un généraliste, ils ont fait un AVC, une hémorragie cérébrale. On prend l'attention en consultation, elle est haute. On leur demande s'ils la suivent. S'il la surveille une fois sur 3, sur 2 fois sur 3, non. Ah, ok. Et s'il la surveille, elle n'est pas dans les clous. Et après, on regarde le dernier bilan cardiaque ou des vaisseaux, et ça n'a pas été fait depuis Mathusalem, etc. Donc, on s'aperçoit que le patient, il n'est pas dans les objectifs de prévention, et que très vite, si c'est que l'hypertension, ça se gère en consultation à la rigueur. Et très vite, on se dit, ah ouais, mais là, il va falloir reprendre. Et l'intérêt de ça, c'est d'englober le patient dans une bulle. Il va être en immersion avec, il voit souvent la diététicienne, par exemple. Alors, il y en a qui disent, oui, mais je savais tout ça. Ouais, mais en fait, c'est toute cette chaîne cumulative. Alors, est-ce que les patients sont capables de tout absorber? C'est une autre question. Il faudra se pencher là-dessus. C'est peut-être trop d'un coup, mais l'idée, c'est de jouer sur chaque tableau indépendamment pour qu'à la fin, l'effet global soit à la hauteur. Et tout ça, ça paraît tout bête, mais c'est pas encore très bien fait. Les généralistes n'ont pas le temps, ils n'ont pas la même sensibilité. L'hypertension artérielle, c'est un truc de dingue. Il y a le fait d'avoir une hypertension artérielle en prévention primaire, on découvre à 50 ans une HTA, ok, on la gère plus ou moins bien, mais après un événement comme ça, en fait, on est extrêmement rigoureux. Et aujourd'hui, c'est pas toujours bien fait. Donc, nous, on va s'acharner à ça. Ce que j'ai pas mis dans le parcours aussi, c'est qu'on fait beaucoup, qui est en lien avec une unité qui est très puissante, très forte sur la structure. C'est le pôle sommeil, dans lequel on est couplé, marié, et ORL, et notamment le dépistage de l'apnée du sommeil, dont on n'a pas la preuve de l'intérêt de la prévention après un AVC, mais qui est très probable. Et ce qui est sûr, c'est que c'est un facteur de risque d'arythmie cardiaque indépendant et c'est un facteur de risque d'hypertension résistante et sévère. Donc, dans tous les cas, on a intérêt. Et ça, par exemple, ça fait aussi partie de ce qu'on arrive à faire dans la même journée, où, alors parfois, le patient il vient 2 fois, c'est vrai. Voilà. Donc, c'est ça le profilage patient, mais on sélectionne sur la base d'un besoin. Et après, on verra dans quelle mesure on peut répondre à la demande. C'est tout l'enjeu. Pour l'instant, ça va. On arrive à peu près à répondre à la demande qu'on a. Monsieur, pardon, parce que ça fait depuis tout à l'heure. Non. Moi, je suis inquiet.
Ouais, je ne vais pas vous inquiéter, mais sans Non. Alors, en 2015, j'ai fait une AIT. Je suis fonctionnaire de police. Ouais. Je travaille la nuit. Je suis ma famille hyper tendue. Je suis appareillé pour l'apnée du sommeil. J'ai tout, quoi. Vous avez assisté au travail posté, la conférence? Oui, c'est ça, il était D'accord. Oui, c'est parce qu'en fait. Donc à la fin de la journée, vous êtes super inquiet en fait. Quand c'est un cancer, on parle de tout ça. Moi, j'ai fait une AIT parce que j'avais travaillé pendant 72 heures non-stop. Ouais. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était une AIT 2 semaines après. Alors, j'en ai pas parlé, mais il y a des études qui, quand on est neurologue, médecin et qu'on fait beaucoup de nuit, ou infirmière, soignant, sont inquiétantes aussi, parce que là, j'en ai pas parlé avec Cécile sur le travail de nuit, etc., mais j'ai parlé de la pollution, mais il y a la même littérature de très haut niveau, hein, c'est du Lancet New England Journal aujourd'hui, qui montre l'impact, il y a un effet dose de la quantité de travail et, indépendamment de ça, du travail de nuit sur le risque vasculaire. Donc, non mais après, c'est un facteur de risque. Il faut non mais l'intérêt de tout ça, il est intégré dans nos présentations. C'est l'action. C'est-à-dire que la première chose, c'est d'identifier les besoins. Si on ne dit pas un jour que la pollution atmosphérique, ça donne des AVC et des mortalités, on ne va pas agir. Donc la première étape, c'est d'identifier. Donc on en est là, et en même temps, très vite, on peut agir. Donc vous, je ne sais pas, on peut faire une consultation si vous dédiez, mais théoriquement, vous pouvez avoir sur cette base-là un poste adapté pour éviter d'être trop exposé au travail de longue durée ou la nuit. Et c'est nécessaire chez certains patients de proposer que le médecin du travail, etc. Donc il y a des actions et il faut le faire. Moi, ça fait 4 ans et demi que je suis à la nuit. Je fais 12h30 de vacation. Elle nous a dit qu'il fallait faire maximum 3 jours de nuit. J'en fais 5. Ouais. Je fais l'apnée du sommeil, donc hypertension, je crois que je suis allé voir mon cardiologue. J'étais à 15-10. Pour elle, j'étais bien. Moi, la question que je me pose, alors on m'a expliqué ce que j'avais vu, j'étais sur Paris, au Kremlin 17, j'ai vu un neurologue, il m'a fait faire toute la batterie d'examens sur ce cardiaque. Et je suis apparemment exposé à vie à la cardiologie. Ouais, confirme. Et après, si vous voulez qu'on détaille, si vous avez besoin d'une consultation spécialisée, on peut l'organiser. Si vous avez ce besoin, il n'y a aucun souci. On va faire ça. On l'organise. Vous laissez vos coordonnées à la fin. Là, je vais embrayer sur la deuxième partie, ce qu'on a débordé. Mais merci pour vos remarques et vos questions. Après, votre inquiétude est légitime, mais on peut agir. C'est ça que je voulais montrer. C'est que l'intérêt de tout ça, c'est que en fait, c'est des choses simples à portée d'action. Mais il faut le faire. Il faut qu'on arrive à agir. On peut vivre un AVC. Si je peux me permettre pour vous rassurer La vie n'est aussi, pas vous finie. avez des apnées, mais maintenant elles sont traitées. Voilà. Donc dans la mesure où elles sont traitées, c'est comme si vous n'en aviez pas. J'en ai encore, sans Moins. Voilà, mais On fait des 36. et vous allez agir comme ça sur l'hypertension, sur les Vous y allez. autres facteurs. Ouais, merci. Et vous vouliez dire un mot en plus? Non, mais je le ferai. Je l'ai dit, j'ai dit, il y a une vie après l'AVC. Je sais pas. La vie ne s'arrête pas pour autant. Vous voulez leur dire? Oui. Marie-Pierre va s'en aller. Elle est donc secrétaire à l'association France AVC. Et elle vous dit un mot de revoir. Et de, voilà. Juste vous dire, même si ça vous arrive un AVC, on vit très bien après un AVC. Il y a une vie après un AVC. La vie ne s'arrête pas. Ça apprend les valeurs. Merci, madame. Merci Marie-Pierre. Vous avez votre véhicule qui arrive. Oui, je pense. On pense pas. Oui, c'est bien. Oui, il y avait là. Du coup, j'embraye.